Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la deuxième heure du lundi sont comme d'habitude Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique, bonsoir Mathieu Bocoté. Bonsoir. Essayiste, chroniqueur et éditorialiste. Bonsoir à vous Xavier Laurent Salvador. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de ce fameux livre Face à l'obscurantisme woke. Alors je voyais un journaliste du Figaro vous dire après tout des livres sur le wokisme, il y en a eu, mais et Pierre Vermeuren, l'un de vos co-auteurs, qui répétait, mais on n'en a jamais assez. Des livres sur ce sujet face à l'obscurantisme que représente ce fléau qu'est le wokisme. Donc merci d'être là, merci d'avoir pris le temps, parce que c'est un livre extrêmement documenté. Merci de l'avoir écrit, de l'avoir coécrit avec vos deux autres acolytes. Et puis, quelle publicité fantastique finalement que cette censure qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Commençons peut-être par cet épisode fantastique. Et quelle publicité? Est-ce qu'il n'y a pas eu meilleure publicité justement que ces féministes wokistes qui sont allés, casser la devanture des puffs, puisque votre éditeur vous a gardé, en tout cas dégradé la devanture des puffs sur le boulevard Saint-Germain. Ah mais ce sont nos meilleurs agents. Nous leur sommes effectivement très reconnaissants. À aucun moment ils se disent ou elles se disent que c'est contre-productif ce qu'elles sont en train. Je pense qu'ils se le disent depuis à peu près 10 ans que nous dénonçons, que nous documentons la pénétration des idéologies identitaires au sein de l'université. Et peut-être qu'on est arrivé à un moment finalement où la submersion est incontrôlable. Tout commence avec le Collège de France qui, au prétexte de défendre la science, Stand Up for Science, Patrick Boucheron qui dit « Vous vous rendez compte, un livre qui paraît sur le wokisme, oh puf, quelle honte !» Tentative de censure, le livre paraît malgré tout parce que quand même on peut s'enorgueillir en France. L'historien qui avait participé à la cérémonie, à l'écriture de la cérémonie des JO. Oui, absolument, qui était connu pour ça. Enfin bon, et puis aussi pour ses ouvrages. Enfin là-dessus, c'est encore un autre problème. Mais du très grand public. Voilà, c'est ça. Il était et il a écrit aussi l'histoire mondiale de la France, qui avait fait un certain succès, mais là, il s'attaque à notre ouvrage au prétexte de défendre la liberté scientifique, ce qui aboutit, et notre livre est dédié aux victimes de la censure, c'est-à-dire en quelque sorte à nous-mêmes, et à partir de là, les choses s'enchaînent. En France, on ne censure pas un livre impunément, donc le livre est paru, et effectivement, donc le dernier épisode en date, c'était la dégradation du siège du Mensis par des militants opposés à l'apparition de l'ouvrage, sans doute parce qu'ils ont découvert, pas parce qu'ils ont lu le livre, sinon ça se serait passé avant, mais parce qu'ils ont découvert que parmi les contributeurs de l'ouvrage, il y a Céline Masson, et qui représente le travail que fait l'Observatoire de la Petite Sirène sur la transidentité. Et ça, je crois que c'était le dernier crime impardonnable qu'ils nous ont imputé. Emmanuel Hénin, Nathalie Heinisch, Samy Biazoni, voilà tous ces contributeurs, Céline Masson que vous venez de citer, Pierre Valentin, et puis voilà Michel Albouy également, Vincent Tournier, beaucoup d'autres, et Florence Bergeau-Blaclair, Pierre-André Taguieff, 26 co-auteurs qui participent à la documentation de la description, la documentation de cet obscurantisme à l'université. Mathieu Bocoté. Alors, vous étiez plutôt d'accord, si j'ai bien compris, avec Pierre de Villeneuve à l'idée que vos censeurs sont vos meilleurs promoteurs en quelque sorte. Permettez-moi de vous proposer une contre-hypothèse. Cette fois-là, ça a fonctionné parce que c'était tellement absurde l'idée que les puffs déprogramment un livre qu'ils se sont sentis obligés finalement de le programmer. Le ridicule était partout visible. Mais pour les prochaines étapes, ils ne publieront tout simplement plus de livres dans cet état d'esprit. L'université, les gens qui représentent votre sensibilité sont plus que minoritaires dans l'université. Ceux qui voudraient organiser une conférence avec des gens comme vous savent que le prix à payer pour vous inviter est très élevé en termes de sécurité, de réputation. Donc si je peux me permettre, la censure fonctionne très bien. Vous êtes davantage une exception qu'une confirmation en matière de l'efficacité ou non des censeurs d'extrême gauche. Le nous que j'employais était très restrictif et ne s'appliquait qu'aux 26 co-auteurs de l'ouvrage qui avons eu la chance de pouvoir bénéficier de ce moment historique. Sinon, pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça ne se reproduirait peut-être plus. Et ça tient à cette espèce d'ambiguïté qui fait que nos adversaires ont l'air de penser que la légitimité tient au pouvoir, à la force que confèrent les puffs. Comme si l'édition scientifique dépendait du support et pas de la personnalité de celui qui publie. Et finalement, tout étant transposé en termes de conflictualité et de pouvoir, ce que nous ne recherchions pas. Je crois que cet ouvrage a ses âpretés, ses difficultés de livre universitaire, comme doivent s'en rendre compte beaucoup de gens qui aujourd'hui le lisent. Eh bien, ma foi, ils en ont fait un enjeu de pouvoir. Et là, je crois que vous avez raison. Historiquement, c'est passé, ça ne repassera plus. Philippe Guibert. Comment vous jugez l'état du débat à l'université française
grossièrement, très grossièrement, entre wokistes et anti-wokistes, c'est plus compliqué que ça, mais est-ce que vous pensez que les choses évoluent? Est-ce que le débat devient possible? Est-ce que la sensibilité que vous représentez progresse au sein de l'université, elle régresse? Comment vous voyez les choses? C'est intéressant. D'abord, nous ne sommes pas représentants d'une sensibilité. Moi, je nous vois vraiment comme des documentalistes et nous ne sommes pas dans le politique, même si l'université est un lieu politique. Mais vous savez, moi j'ai connu une université, je commence à avoir mon âge finalement, au sein de laquelle le débat n'existait pas parce qu'il y avait une controverse qui se construisait au sein notamment des revues scientifiques, des colloques, des séminaires, et j'ai envie de dire qu'il y était de vraies revues, de vrais colloques, de vrais séminaires au sein desquels on se rencontrait, on s'affrontait, on était en désaccord ou pas, et on avançait d'un pas. Prouve-moi que j'ai tort et j'aurai une connaissance de plus. Je crois qu'aujourd'hui, la controverse n'existe plus dans l'université. On arrive avec des idées reçues, c'est-à-dire on arrive avec des idées reçues. On arrive et on attend du professeur, du maître de conférence qu'il dise ce qu'on veut entendre, en fait. C'est le même schéma qu'à la télévision ou dans des sections sur Internet. Les disciplines se reconfigurent en fonction d'affinités. Les projets, les financements des projets européens appellent à ces créations d'équipes transversales qui sont, en fait, qu'ils dénomment eux-mêmes studies, d'un beau mot anglais, pour enfin conforter l'idée qu'ils doivent travailler ensemble et qu'ils ne se regroupent qu'entre eux. Et aujourd'hui, l'université est un lieu où le débat n'existe plus. Dans sa studies, on crée sa discipline, sa study, on crée sa revue, son séminaire, sa recherche, et on exclut l'idée même qu'on puisse se rencontrer entre divergents. Mathieu. Encore une fois, peut-être êtes-vous plus optimiste que moi, mais j'ai l'impression que c'est pas si récent. Je vais donner un exemple. Gérard Noiriel publie « À quoi sert l'identité nationale ?» il y a peut-être 10-15 ans, où il explique, mais il s'inscrit dans le temps long en disant, dans les années 60, 70, 80, il pouvait y avoir encore une défense pour parler de la question de la nation. Une défense d'une définition ethnoculturelle ou identitaire au sens gaulien de la nation, mais aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité pour ces gens-là d'officier dans l'université. À la rigueur, ils existent encore dans les médias, comme philosophes médiatiques, comme intellectuels médiatiques, mais ils n'ont plus accès à la légitimité qui vient avec la production du savoir institutionnel. De ce point de vue, le dévoiement de l'université, on pourrait même rappeler les heures qu'a connu Raymond Aron en son temps, le mauvais sort réservé à la sociologie, tout ça me semble, la marxophrénie qui dominait l'université dans les années 60-70, j'ai l'impression que tout ça n'est pas si récent. Oui, sans doute que vous avez raison. Je repense à l'affaire Pétré-Grenouillot aussi, sur sur ces grands conflits qui ont marqué l'histoire de l'université. Oui, vous avez raison. Il m'a déjà arrivé de dénoncer. Guggenheim, bien sûr. Attention de ne pas exclure nos auditeurs qui sont pas forcément au courant de toutes ces affaires. En gros, ce sont des gens. Guggenheim produit un livre qui raconte l'histoire de la transmission du savoir grec à l'Europe. Il dit ça vient pas seulement des Arabes, ça vient aussi d'une tradition de moines copistes particulière de mémoire. Et on dit voilà de l'islamophobie. Et dans le cas de Pétré-Grenouillot, il rappelait que l'esclavage était au pluriel dans l'histoire. Absolument. Et donc, effectivement... Merci pour cette synthèse synthétique. Mais il y a toujours eu de grands courants qui ont cherché à, en quelque sorte, verrouiller idéologiquement l'université. Ça, là-dessus, je pense qu'effectivement, ça n'est sans doute pas si récent. Malgré tout, cette conflictualité-là, elle était assumée sans doute par tous les courants, et il y avait la possibilité peut-être de faire émerger ces débats-là. Je ne dis pas que ça n'est plus possible aujourd'hui, mais l'université est un lieu politique dans lequel on est élu et dans lequel on élit son N+1 en quelque sorte, ce qui évidemment mêlé à la sociologie du corps étudiant qui vote aussi pour chacun des degrés de la hiérarchie universitaire, aboutit à des phénomènes d'homogénéisation quasi forcée du paysage universitaire aujourd'hui. Ce qui est peut-être plus dangereux dans ce que nous connaissons aujourd'hui, si vous me permettez simplement cette digression-là qui m'alerte moi et qui me fait remonter le seuil peut-être plus tard que ce que vous envisagiez, même si sans doute que depuis les années 70, il s'est passé beaucoup de choses, c'est que, à travers ce que nous avons, ce que la société courante aujourd'hui appelle wokisme, nous avons affaire à quelque chose qui est sans corpus et sans idéologie. C'est une morale. Nos étudiants qui se rattachent au wokisme. Alors, on nous dit d'un côté, mais le wokisme, on ne sait pas ce que c'est. Alors moi, je constate que quand quelqu'un écrit un livre qui s'appelle Soyons woke, tout le monde sait ce que veut dire soyons woke. Ah oui, c'est la bien-pensance, on est entre nous, c'est lutter contre la discrimination, etc. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, c'est la gentillesse, c'est la béatitude commune. Quand nous disons, ok, mais attention, il y a peut-être un petit souci à en faire une idéologie. Quand on dit que c'est un obscurantisme à l'université, on dit non, le wokisme, on ne sait pas ce que c'est. Mais vous dites c'est une morale, mais ils se prennent pour la science, cela dit. Moi, pour fréquenter cet univers aussi un peu, ces gens se prennent pour la science en toutes circonstances. Ils vont, j'ai souvenir, mais chacun ses souvenirs universitaires. Calmez-vous, d'une psychologue universitaire de mon côté de l'Atlantique qui dit il y a aucune preuve scientifique qui nous dit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc il y a parce qu'il y a une indifférenciation de l'humain. Donc
ces gens-là ont confisqué la science à la manière de nouveaux lysenkistes. Alors, de nouveau lysenkistes, c'est un tout culture en réalité. On assiste à un mouvement du tout culture. Je peux être ce que je veux, ce que je sais être. Et c'est pour ça que finalement, ça repose sur des axiomes moraux qui posent problème parce qu'on ne peut pas les réfuter. Alors, la glose a longtemps engendré ce type de discours. La morale, il existe en France une académie des sciences morales. La morale a souvent cherché à mettre la science sous tutelle. C'est un des enjeux de la posture morale. Le problème de la morale, c'est qu'encore il faut en définir les points communs. Le but du jeu de publier un tel livre avec autant de contributeurs, et non pas que chacun apporte une pierre à l'édifice, encore que ce sont des raisonnements qui se complètent. Ce que je veux dire, c'est pas 26 points de vue différents sur le wokisme. Ah non, tout cela est bien construit puisque je l'ai en effet lu. Et ce que je veux dire, c'est que vous êtes là pour alerter. Mais est-ce que, premièrement, ça fonctionne? Est-ce que, de votre point de vue? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que, comme tous les cycles, moi je crois beaucoup aux cycles, c'est quelque chose qui va s'éteindre de soi-même? Ah, je ne crois pas du tout. Xavier Laurent Salvador. Pardon. Non, mais c'est une question que je vous pose. Je ne crois pas du tout que cela va s'éteindre, tout simplement, justement, parce que cette grille morale à laquelle on peut adhérer très simplement, sans avoir besoin ni de lire, ni d'étudier, eh bien, ça engendre des schémas de pensée qui sont réconfortants, qui sont rassurants, et que cette façon de voir le monde, au contraire, est en train de prospérer, comme peut prospérer une morale, une secte, et avec l'ensemble des axiomes qu'on peut s'approprier. Comme le disait Mathieu, ces gens-là se dotent des aspects de la science. C'est pour ça que les éditions au PUF sont un enjeu. C'est pour ça que lorsque nous avons organisé le colloque en 2022 en Sorbonne, on nous a chipoté l'accès à la salle, puis l'accès à la publication, puis l'accès à la médiatisation. Et vous, c'était plus important de publier au PUF, justement parce que ce sont les presses universitaires de France. Vous auriez pu publier ça chez n'importe quel éditeur. C'était un enjeu, effectivement, parce que vous mettez le pied dans l'entrebâillement de la porte, en fait. Exactement, et en rappelant que la légitimité scientifique, la légitimité du discours, elle appartient au scientifique lui-même. C'est quand même ça le processus d'évaluation par les pairs, pas au support éditorial, et que donc nous avons notre place, place que l'on cherche à nous contester, dont on cherche à nous évincer, mais c'est un vrai problème. Philippe Guibert. Alors, comme je suis passé dans ma librairie habituelle et que je n'ai pas trouvé votre livre et que vous m'avez expliqué qu'il était épuisé, est-ce que vous nous confirmez bien qu'il va être réimprimé? Parce que là, vous faites le plus gros succès des sciences humaines depuis longtemps. Depuis Patrick Boucheron. Depuis l'histoire mondiale de la France. Qui ne vous parle plus. Bon, mais alors, quand est-ce qu'il sera disponible à nouveau? Parce que nos éditeurs vont le chercher en librairie. Et là, je crois que ces jours-ci, il n'est pas encore disponible. Absolument. Il est en rupture depuis aujourd'hui. On nous a garanti, et je fais absolument confiance. Rupture après combien d'impressions? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous savez pas s'il a été édité à 5 000, 10 000, 20 000, 100 000? Non. 100 000. 100 000. Bah, il faut jamais croire ces éditeurs. Moi, il y a rien de plus menteur sur terre qu'un éditeur, sinon un dentiste qui vous dit que vous aurez pas mal. Et donc, on nous a promis que le livre serait de nouveau en librairie. Avec tous les éditeurs de la Je les aime tous. Mais le livre sera en librairie normalement à la fin de la semaine au plus tard. Donc, il faut bien rassurer vos auditeurs. Mais c'est un livre vraiment scientifique, de sciences humaines, très sérieuse. C'est pas un essai de polémique. Ah non, absolument pas. Le tirage de ce livre va être impressionnant par rapport à la production normale des PUF. Les PUF sont en train de faire la plus belle affaire financière. Je pense qu'ils nous sont reconnaissants. Mais plusieurs éditeurs, dont Jean-Luc Barré de Plomb, s'en mordent les doigts parce qu'il vous voyait déjà arriver chez lui. Et je le salue au passage parce que c'est un grand auditeur d'Europe 1. Alors, je me permets de reprendre la parole de l'ami Guibert, qui nous dit c'est un livre scientifique, c'est pas un livre de polémique. Mais est-ce qu'une des manières de discréditer la réflexion, notamment sur le wokisme, depuis 7, 8, 10 ans, c'est-à-dire que toute forme de critique du wokisme relevait de la polémique. On utilisait le mot polémique, polémiste même, polémiste sulfureux peut-être, pourquoi pas, et controversé bien évidemment, pour dire ne lisez pas, l'étiquette suffisait à vous dire ce n'est pas un travail sérieux. Et de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité aussi de la part des universitaires de réintégrer dans le cadre de la parole intellectuelle légitime ceux qui ne sont pas dans l'institution mais qui produisent ce travail tout aussi sérieux? Je pense à un Alain Finkielkraut, un Pascal Bruckner, à tant d'autres qui ne sont plus aujourd'hui au cœur de l'institution ou qui ont évolué aussi dans les médias. On dit
ça ne compte pas. C'est pas le travail des chers collègues dans notre soi. Xavier Laurent Salvador. Absolument, mais nous, alors justement, nous restons des scientifiques et moi, par exemple, je publie dans 10 jours un autre ouvrage sur le Moyen-Âge, enfin sur ma spécialité. Nous ne lâcherons pas cette spécificité parce que nous tirons notre légitimité à regarder ce qui se passe au sein de l'université du fait que nous demeurons des universitaires. Alors, bien sûr qu'ils vont chercher peut-être à un moment à nous dénier cette compétence ou cette qualité, mais je pense qu'il faudra se battre pied à pied pour rappeler que nous ne sommes pas des wokistologues. C'est-à-dire que moi, ma science, j'espère que mon avenir n'est pas d'être un wokistologue ad vitam ça risque quand même de vous marquer. Je pense. Alors, ça nous marquera sans doute, mais c'est pour ça que moi je dis, je suis médiéviste, je suis philologue, mon travail c'est la documentation. Et ce que nous faisons avec l'Observatoire, vous avez quand même un avis sur le wokisme. Si le sujet vous a pris, j'ai un avis, je l'exprime, parce que le wokisme, en tant que péril universitaire, est un enjeu de société, et j'aimerais que, au moment où le politique devra arbitrer sur ces questions, et quand je parle du politique, je parle pas des hommes politiques, mais je parle des gens, tout simplement, vous êtes médiéviste, ça veut dire que vous analysez, vous comprenez la civilisation, vous comprenez les 15 siècles d'histoire que représente la France. Donc quand vous avez au bout de 15 siècles d'histoire un phénomène qui s'appelle le wokisme, forcément ça vous prend au tripes. Donc médiéviste ou pas médiéviste, vous arrivez quand même à digérer cette information qui est le fléau du wokisme, et vous dites c'est pas possible, il faut qu'avec Pierre Vermeuren et 24 autres, il faut qu'on fasse un livre. Documente ça, parce que nous pensons que la subversion à laquelle on assiste et qui se fait à bas bruit au sein de l'université aura des conséquences sur le secondaire, sur le collège, sur la formation, tout simplement parce que les disciplines universitaires ne sont pas des objets de corporation, ce sont des enjeux de société. C'est la cartographie de la tête d'un enfant de 16 à 20 ans. Qu'est-ce qu'on lui met dans la tête? Ça, c'est l'université qui le décide. Avec un cerveau encore en devenir. Une dernière petite question. Alors, on annonce le grand exil d'universitaires américains en France. Est-ce que vous ne craignez pas l'arrivée massive de militants déguisés en universitaires qui sont en fait des woke en exil et qui croient trouver en France terre d'asile? Mais si, bien sûr. Et le discours d'Emmanuel Macron... Des spécialistes de la théorie du genre au Paraguay. Mais oui, mais alors on a déjà ça. Moi, c'est surtout des chercheurs de sciences dures. Des prix Nobel, mais évidemment. Mais alors je ne le crains pas. Si la France peut redevenir attractive, si les processus de sélection sont excellents, tant mieux. Je crains pour mes étudiants. En tout cas, tout ce qui peut vous sauver, c'est les salaires des universitaires français qui sont pas comparatifs par rapport aux Américains. Et un exil pour s'appauvrir. Bon, et juste une dernière question. Est-ce que vous allez être sollicité, je vais arriver à poser ma question, par des différents médias, et notamment des médias avec une ligne éditoriale, on va dire, différente de celle d'Europe 1? Ah non, nous sommes absolument... Est-ce que France Inter vous a appelé? Pas encore, mais nous répondrons. Nous répondrons bien sûr aux questions. Merci beaucoup, Xavier Laurent Salvador. Il faut lire ce livre-là, absolument. Face à l'obscurantisme, Woke, c'est aux éditions Déput, 20h30 sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Mathieu Bock-Côté pour parler de l'actualité. Juste encore un mot sur ce livre, Mathieu, qui vraiment passe en revue. C'est un scan de tout ce que peut représenter ce fléau, j'allais dire qui vous tient à cœur, mais en tout cas sur lequel vous étudiez beaucoup. Est-ce que est-ce que c'est digeste selon vous pour tout un chacun en fait? Oui, je crois. J'ai lu le bouquin. Non, je pense que alors si c'est le premier livre que vous lisez dans votre vie, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes minimalement familier avec les débats publics, que ces termes ne vous sont pas étrangers, c'est une belle manière d'entrer dans le sujet. D'autant que et c'est l'avantage d'un collectif. Vous pouvez choisir franchement les textes qui vous interpellent le plus. Finalement, construire votre propre parcours dans l'ouvrage en quelque sorte. Mais ça, non seulement c'est une bonne introduction au sujet, mais ça permet de voir au cœur de l'université le lieu producteur de ce faux savoir aujourd'hui aussi dominant que subventionné. Philippe Guibert, comment est-ce que vous analysez vous le wokisme aujourd'hui en France? Est-ce que c'est un fléau qui est en train de passer? C'est quelque chose qui va s'installer, comme l'a dit justement Xavier Laurent Salvador à l'instant? Non, je pense que moi je l'analyse comme une prise de pouvoir de la morale, vraiment dans les sciences humaines. C'est-à-dire la volonté de tout passer au crible d'une morale et d'une sensibilité particulière. Avec il y a de grands auteurs qui ont écrit sur le pouvoir de la morale, à commencer par Nietzsche. C'est une façon de prendre le pouvoir, la morale. C'est une façon de prendre le pouvoir. Et donc, je l'analyse comme ça. Je me dis que la jeune génération d'étudiants en sciences humaines qui a entre 20 et 25 ans aujourd'hui et qui en est imprégné,
ne restera pas sur ses positions. Donc je rejoins votre idée que ça sera cyclique, parce que la découverte de la vraie vie. Alors même si c'est cyclique, ça peut laisser des stigmates. Hein, Oui, mais prenez le maoïsme, juste d'un mot. Prenez le maoïsme et ce qu'il a représenté dans les années 68. Si on peut faire une comparaison, il y a un petit côté garde rouge dans les deux cas. Ouais. Le maoïsme, il a duré combien d'années? Il a duré 4 ans, 5 ans maximum. Enfin, vous avez vu les conséquences. Non, mais il a laissé, même en France, il a... je parle sans pas parler, en Chine. Non, mais sans parler. Oui, c'est ça, parce que. Non, mais alors en Chine, sans évidemment. parler des meurtres, des assassinats. Non, je parlais en Europe du point de vue intellectuel, idéologique et politique. Sur le plan intellectuel, Mathieu je Bocoté. pense qu'on paie encore le prix de ces années très étranges. La mode maoïste de l'époque a fait en sorte qu'il y a eu toute une génération qui a dû ensuite presque expier ses péchés en passant d'une morale à l'autre. Elle est passée de la morale stalinienne maoïste en quelque sorte. Ensuite, une forme de fanatisme des droits de l'homme. Évidemment, le contenu n'était pas le même. Mais il y avait Finkielkraut qui était un parfait Mao. Non, parce que cela dit, Finkielkraut a un parcours tout autre, je crois. Finkielkraut est quelqu'un qui redécouvre la complexité du réel, et dès la fin des années 70, début 80, son œuvre se construit. bien sûr. On n'est vraiment pas dans... Mais on est passé dans l'histoire... On a le droit de changer d'avis. Mais oui, mais ça, fort c'est un cas très... Je pense que dans l'histoire des Vous idées pensez que Finkielkraut n'a jamais été maoïste? Non, il a été factuellement. Je dis que l'histoire de la pensée de Finkielkraut est une trajectoire intellectuelle tout à fait singulière d'un homme qui, avant les autres, découvre la complexité infinie du monde, l'autonomie du politique, la finitude de l'homme, qui refuse les idéologies, qui accepte d'entrer en dissidence avec son milieu. C'est un autre parcours que ceux qui sont passés du maoïsme au droit de l'hommisme, au multiculturalisme, et qui ont toujours eu besoin d'une religion idéologique et politique pour s'imposer aux autres. Mais, moi, cela dit, je veux pas faire le cadeau du beau mot de morale à cette gauche radicale. Je m'excuse, c'est pas la morale. Moi, à bien des égards, pour moi, c'est une névrose idéologique. C'est le fruit d'un effondrement psychique, à la fois d'une partie des jeunes générations, d'un système universitaire. Pour vous, les wokistes sont tous des grands malades. Je dis pas ça, c'est un système universitaire. Si vous dites que c'est une névrose. Je dis pas tous, mais c'est un système universitaire. C'est un système universitaire aujourd'hui qui produit une forme de faux savoir institutionnalisé. Imaginez, vous entrez à l'université, vous avez 20 ans, ou 18-20 ans, et vous pensez que les hommes et les femmes existent, vous pensez qu'un homme peut pas accoucher d'un enfant, vous pensez que les grandes civilisations existent, vous pensez que si vous transposez 5 millions de personnes dans un pays immédiatement, ils vont pas s'intégrer automatiquement grâce à un tampon administratif, vous ferez pas carrière. C'est réglé. Donc, vous devez ajuster très rapidement vos convictions, vos discours, si vous voulez faire carrière. Vous devez opérer une conversion très rapide pour devenir universitaro-compatible. Si vous opérez cela, et que on sait en plus qu'auparavant, vous ne pensiez pas tout le canon woke, vous devez devenir très virulent envers tout ce que vous pensiez hier sur le mode de l'autocritique néo-maoïste, pour montrer que vous êtes vidé de vos préjugés et arrière-pensées d'hier. Ça, c'est la norme dans l'université. C'est très concret dans les universités américaines. C'est très concret. N'oubliez pas que dans le système universitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, on pourrait dire que l'extrême droite commence avec François Bayrou ou Manuel Valls. Alors, dans un tel système universitaire, c'est un lieu qui déréalise. C'est le paradoxe de l'université. Les sciences sociales devraient nous faire connaître le réel, mais nous coupent du réel et créent une fiction idéologique qui nous en détache. Et les universitaires, aujourd'hui très nombreux, se perdent dans cette fiction idéologique qu'ils prennent pour un réel, le réel intellectuel, le réel construit, mais qui est un faux réel, qui est un fantasme idéologique, tout comme le marxisme hier, et qui détruit la pensée sur le plan institutionnel. Justement, Mathieu, en tout cas, j'ai jamais vu Mathieu Bocoté porter un col Mao. Maintenant, je comprends pourquoi. J'en mettrai un la prochaine fois. Oui, pour l'énerver. Mais non. Mais justement, l'exemple que vous prenez avec le marxisme est excellent. Le marxisme, ça a duré quoi? Des années 50 jusqu'au milieu des années 65, parce que déjà le marxisme, il est dépassé par le structuralisme et par d'autres modes intellectuels à partir du milieu des années 60. Donc vous voyez bien qu'il y a un aspect cyclique, et je suis vraiment pas convaincu que ce qu'on appelle le wokisme deviendra une sorte de doxa universitaire pendant des années et des années. Attends, là, il vient de sortir un bouquin. Là, je sens, je sais pas ce qui se passe. Il y en a qui sortent les armes, et Bocoté, il sort le bouquin, généralement, c'est qu'il y a du lourd qui arrive. C'est un ouvrage qui vient de Gustave Le Bon, psychologue début 20e, bien sûr, mais tout à fait passionnant, qui dit à propos le livre Psychologie du socialisme, que je relis en ce moment. Et il note très justement dans cet ouvrage, il nous dit que le socialisme, d'une génération à l'autre, change de définition, mais demeure néanmoins, disait-il, le socialisme, c'est avec une pulsion, comprenez, avec une pulsion de destruction, une forme de passion nihiliste. Or, je traduis en nos termes, le marxisme des années 50, 60, 70, devenu ensuite le maoïsme pendant un temps, converti ensuite
au droit de l'homisme multiculturaliste antinational, aujourd'hui qui culmine dans l'idéologie diversitaire, c'est la même histoire qui s'écrit avec, je dirais, c'est une mutation du même virus idéologique. Bon, et d'ailleurs, c'était, si je peux me permettre, en toute on va pas modestie, faire un débat sur le marxisme, il y a eu une vraie pourtant, il faut le rupture. faire, parce que, alors, Et il y a eu une vraie rupture au milieu des années 70. Si je peux me permettre, moi, j'avais pas publié en 2016 le multiculturalisme comme religion politique, où je m'intéressais aux origines marxistes du multiculturalisme dans la pensée occidentale, et de ce point de vue, une forme de néo-marxisme primaire commande encore la sociologie, les sciences sociales, même si on ne parle plus de classe sociale, mais d'identité aujourd'hui. Mais Mathieu Philippe Guibert. a bien des points. L'idéologie diversitaire, comme vous l'appelez, prend le contre-pied du marxisme sur beaucoup de points. Énormément de points. De manière superficielle. De l'analyse conceptuelle est fondamentalement différente. Bon. Enfin bref. Non, parce que à la fin, on va demander à Capucine Patouillet d'apporter les cahuètes et puis et la prune parce que c'est gentil. Alors, non, mais il y a un débat, remarquez la prune, pourquoi pas. En gros, j'ai raison, et Guibert à consommer avec En modération. gros, les névroses idéologiques sont très partagées de tout point de vue. On en a toujours besoin d'une névrose idéologique. L'université en Pas produit qu'à gauche, régulièrement. Et pas qu'à gauche. Je cherche celles qui sont présentes à droite depuis 50 ans.